Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné de Damien Canivez, ça va Damien? Super. Raccord encore, mais on ne se consulte jamais. Et on est toujours pareil, chemise blanche, basket blanche. Là aujourd'hui on Et vous confirmez, on n'habite pas ensemble. Mais on n'habite pas ensemble, c'est complètement fou. Un truc télépathique se passe. Ouais, et tous les je suis matins, bien raccord on avec se retrouve vous. et vous êtes raccord, tout va bien. Vous avez reconnu notre invité du jour, celui qui fait rimer depuis toujours faits divers et grand public sans jamais se prendre trop au sérieux, de France Inter à Europe 1 puis RTL. Cet amoureux de la radio a transformé les cold cases en rendez-vous du soir quasiment familiaux. À la télé, ses émissions marquaient les années 90. Véritable observateur et passionné du monde judiciaire, il est devenu sans robe ni toge, l'un des plus populaires avocats du crime sur les ondes comme sur les écrans. Salut Jacques Pradel. Bonjour Nicolas, bonjour Damien. On est ravis de vous avoir. L'univers du crime, c'était le titre de votre livre qui était paru l'an dernier aux éditions du Rocher. Vous vous souvenez, vous étiez venu en parler. Oui, je m'en souviens. Un livre qui avait été suivi de conférences, de soirées événementielles dans une vingtaine de cinémas CGR en France. Et vous remettez ça le 27 mars. Vous présenterez un nouveau symposium de l'univers du crime. Ce sera au cinéma CGR de la Porte des Lilas à Paris. Comment était née cette idée? Parce que c'est vrai que l'an dernier, vous démarriez à peine de transposer les faits divers dans une salle de cinéma. Est-ce que ça s'y prête? Oui, alors, d'abord, ça s'y prête complètement, puisque le cinéma raconte beaucoup d'histoires, mais alors, il y a une différence, évidemment, entre la réalité et les fictions. Et justement, ça a été à l'origine de ce projet, l'univers du crime, c'est que je fréquente évidemment beaucoup de gens qui font partie de ce qu'on appelle la chaîne judiciaire. Absolument. Ça va du magistrat, pour moi, aux journalistes, chroniqueurs judiciaires. On va en parler des gens qui vous accompagnent, évidemment. En passant par les avocats, les experts, etc., etc. Et tous m'ont raconté à peu près la même histoire, au moins une fois dans leur vie professionnelle, au cours d'un procès, alors en correctionnel ou un procès de cour d'assises, quelqu'un qui s'adresse au président en l'appelant votre honneur. Bon, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans les films, en fait. Oui, c'est ce qu'on voit dans les films. Ça, et donc, j'ai appelé un certain nombre de magistrats, d'avocats, d'experts, que j'ai réunis l'an dernier, et là, j'en réunis d'autres cette année, en leur disant, moi, j'aimerais que vous expliquiez au public comment ça se passe vraiment dans la chaîne judiciaire lorsqu'il y a une affaire criminelle qui démarre et qu'on suit, parce qu'il y a beaucoup de passionnés de faits divers. Et au cinéma, vous allez voir parfois des films comme ça de crimes ou de procès. Est-ce que vous les trouvez réalistes ou pas? Alors, justement... À part évidemment votre honneur ou objection. Oui, non, mais on voit beaucoup plus de séries à la télé parce que c'est plus simple. Très souvent, je ne suis pas de ceux qui tapent sur les séries en disant c'est n'importe quoi. Par exemple, ce qu'ils disent sur la police scientifique, qui est une de mes passions, c'est souvent très vrai. Les experts, qui a été la série mythique. Il y a juste une chose qui n'est pas vraie du tout, c'est que les vrais experts, que ce soit les experts de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie ou les experts de la police nationale qui sont à Écully, les vrais experts ne se déplacent pas, en général, sur les lieux d'un crime. On leur rapporte. Il y a d'autres experts de police scientifique de terrain qui sont là et actionnés par les juges, mais après, les prélèvements vont au laboratoire, et là, on a des spécialistes. C'est moins cinématographique, on va dire. Oui, voilà. Et puis c'est moins magique, on ne résout pas une affaire en 52 minutes. Mais c'est vrai que vous en parlez avec un tel enthousiasme, et vous avez l'air d'avoir des connaissances si pointues, vous n'auriez jamais voulu devenir flic finalement, ou au moins réserviste? Non, à choisir, parce qu'on me pose souvent la question, à choisir, j'aurais plutôt aimé être expert psychiatre. Ah oui. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la tête du tueur ou de la tueuse? Un profiler un peu, quoi. Oui, ou même simplement d'explorer la nature humaine dans toute son ampleur et dans toutes ses dérives. Vous avez déjà été appelé par la police pour les aider sur des enquêtes, ce genre de choses, avec votre expertise et le regard que vous avez? Non, honnêtement, non. Ils n'ont pas besoin de moi non plus. Non, mais quand on sait que certains romanciers sont parfois appelés par la police pour les aider à résoudre certaines affaires, ça peut arriver. Oui, mais donnez-moi des noms. Ah non, je peux pas. Dans une série, ça. C'était Casson. C'est vrai. On nous l'a dit en off. On va pas trahir de nom, mais... Bon, alors, on va replonger, vous avez vu, on est déjà à fond dans cet univers du crime qui se décline maintenant au cinéma et en streaming, hein. Évidemment, on va en parler dans un instant après les news médias de Damien Canivez.
Et on est voir CNews avec France 2 qui bouscule sa grille de programme en raison de l'actualité. Absolument, la chaîne publique avait initialement prévu de diffuser un nouveau numéro du Grand Échiquier consacré à Serge Gainsbourg ce mardi soir en première partie de soirée. Les fans de la javanaise vont devoir s'armer de patience, figurez-vous. France 2 va éviter un flop d'audience, au moins. Là, il va falloir vraiment se focaliser sur l'actualité parce que France 2 a décidé de reporter la diffusion de ce magazine présenté par Claire Chazal pour programmer l'événement. Donc c'est le rendez-vous d'information incarné par Caroline Roux, actualité internationale oblige. La journaliste présentera une émission spéciale dont l'objectif est de décrypter la crise qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Pour le moment, l'identité des invités n'a pas été communiquée, mais plusieurs thèmes seront traités, on le sait d'ores et déjà. Les conséquences de la guerre en Iran sur ce pays et les pays de la région, l'avenir du régime des Mollahs et les répercussions de cette crise sur le quotidien des Français. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, avec notamment la hausse des prix à la pompe. Là, je pose la question aux journalistes. Quel regard vous portez sur cette crise au Moyen-Orient qui est arrivée vraiment d'un coup, là, brutalement, violemment ? Vous savez, je crois que ça nous bouleverse quand même quelque part, ça fragilise nos certitudes, ça inquiète beaucoup de gens, même s'ils sont à des milliers de kilomètres de l'événement, parce que une chose est de prendre des bombes sur la figure, comme ça se passe actuellement en Israël, dans les pays du Golfe et au Liban, en Iran. Il faut penser aux Iraniens aussi, parce que je dirais simplement que ça fait partie de l'inquiétude et ça fragilise nos certitudes. Et donc, moi, je comprends l'inquiétude générale et c'est pas le prix à la pompe qui m'intéresse, c'est le fait de savoir que les enfants, par exemple, ou les jeunes qui regardent la télé, quelle image du monde on leur montre en ce moment. Et ça fragilise psychologiquement, je crois, toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Ça, c'est clair. On continue CNews Média. Damien, une affaire un peu plus légère, mais quand même assez insolite. C'est une drôle d'histoire qu'a vécu un animateur de la chaîne L'Équipe. Franchement, l'histoire est à peine croyable. Olivier Ménard a raconté dimanche sur le canapé rouge de Michel Drucker une anecdote, alors qui va vous faire vraiment sourire, Jacques, qui vous concerne directement presque. Alors que le présentateur de L'Équipe du soir se trouvait dans un bar à Rennes avec des amis, des clients ont commencé à le reconnaître et se sont approchés de lui pour multiplier des photos. Jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'au moment où un type a fait irruption dans l'établissement, brassard de police au niveau du bras pour un contrôle d'identité. Alors Olivier Ménard n'a pas ses papiers sur lui, juste sa carte de presse. Finalement, l'un des collègues de l'agent de police le reconnaît et sait qu'il s'agit d'Olivier Ménard, la star du petit regarde écran, L'Équipe souvent. Voilà, exactement. La situation se détend, mais elle n'en reste pas moins étonnante pour le journaliste qui s'adresse directement aux forces de l'ordre. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi avez-vous décidé de me faire ce contrôle d'identité ? Eh bien, tout simplement parce que quelqu'un installé à la terrasse de ce bar a indiqué que Xavier Dupont de Ligonnès se trouvait à l'intérieur de l'établissement. Vous vous rendez compte ? Alors, c'est vrai que vous le voyez à l'image. Il y a une ressemblance, malgré tout, quand même. Il y a une ressemblance. Les lunettes, vite fait. Vraiment vite fait. Alors, il y a une différence d'âge. Mais tout le monde, on le voit partout. On le voit partout. Je crois que c'est plus de 2000 signalements qui a été oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on va en parler le 27 mars. Je vous raconterai tout à l'heure. Parce que parmi mes invités, j'ai Daniel Zaguri, le psychiatre, l'expert psychiatre, qui vient de sortir un bouquin sur... Il a appelé ça comment est-ce qu'il a appelé ça ? Le mythe numéro 1. Parce qu'il s'est attaché au personnage de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on voit partout, et qui est vraisemblablement mort et... Alors, c'est pas la théorie, parce qu'on a tous une théorie, évidemment, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Là, récemment, il y a Gilles Gallou, un ancien enquêteur de l'Office central cybercrime, vous avez vu, qui a écrit, qui a travaillé sur cette affaire, ça l'obsède. Il a écrit un livre. Pour lui, le fugitif serait aux États-Unis. Il est persuadé qu'il va finir par retrouver sa piste. Là-bas, on voit ici Gilles Gallou, l'ancien policier. Est-ce que c'est une affabulation, après tout ? Est-ce que c'est une hypothèse que ce soit une affabulation ou une hypothèse, en tout cas, c'est une hypothèse qui est posée c'est quelqu'un par de sérieux, quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'une part, et sur le fond, sur la question, est-il vivant ou s'est-il suicidé ? Je pense, comme Daniel Zaguri, qu'il s'est suicidé et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne retrouve jamais son corps. Il a disparu dans une zone que les spéléologues connaissent bien, qui est une sorte de gruyère. Et
sa décision s'expliquerait par son personnage, parce qu'il vient d'une famille extrêmement catholique. Sa mère avait rendez-vous avec la Vierge Marie tous les vendredis. On lui a dit qu'il était le futur Messie. Comment est-ce que quelqu'un qui est investi par sa famille, d'un pouvoir un peu divin, pourrait devenir l'assassin d'un quintuple crime. Ouais. Donc je pense que, voilà, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne sache jamais, mais c'est ma conviction, et elle vaut pas mieux que la conviction inverse dont on parle. Et pourtant, sa sœur, qui a écrit un livre, d'ailleurs, il y a quelques années, est convaincue qu'il n'a pas pu se suicider. Et pour cause, on n'a jamais retrouvé le corps, d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps, bien sûr. Ouais, voilà. Peut-être qu'un jour, un spéléologue voilà, tombera sur son corps. Peut-être. Vestige. Ou qu'un touriste le découvrira au fin fond de l'Arizona, aux États-Unis. Pourquoi pas. On sait jamais. Ou peut-être en Écosse. Pas dans un bar à Rennes, en tout cas. Et pas en Écosse non plus, on a eu l'info. On finit ces news médias, Damien. Le chiffre du jour, c'est le 3. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés hier devant l'Art du crime. Vous savez, c'est cette série qui est portée par Nicolas Gob et Eleanor Bernheim. C'était la 7e saison, la suite de la 7e saison. Ça représente 18,1% de part d'audience, qui permet à France 2 de monter sur le podium, mais pas de se hisser en première place, puisque c'est TF1 qui est arrivé en tête avec Maison de retraite. La série, effectivement. C'est fini pour les news, Damien ? C'est fini. Il y en aura d'autres, évidemment. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Jacques Pradel. L'univers du crime, c'est le titre des symposiums que vous organisez dans les cinémas CGR en France. Et le 27 mars prochain, vous présenterez un nouveau symposium de l'univers du crime, cinéma CGR de la Porte des Lilas à Paris. D'ailleurs, si on veut réserver les places, c'est universducrime.com. Absolument. Pour les réservations. Et on peut, pour ceux qui ne peuvent pas venir physiquement ou qui n'habitent pas à Paris, ça sera diffusé en streaming. Et on va en parler. Alors, le thème, cette fois, c'est le passage à l'acte. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre dans le passage à l'acte ? Ce passage à l'acte, effectivement, c'est quelque chose qu'on a tous fantasmé. Oui, c'est un des plus grands mystères criminels qui existent à chaque fois. Et donc, moi, j'en parle très souvent, bien sûr, parce que j'ai l'habitude de parler à la fois du crime de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire le crime à la Simenon, si vous voulez. Ouais. C'est quelqu'un comme vous, comme moi, qui pourrait être un collègue de travail ou une voisine de palier, qui, à la suite d'un enchaînement de situations, pète un plomb et décide de passer à l'acte. Bon, ça, c'est une chose. Et il y a les professionnels du crime, ceux qui vont un peu tuer leur prochain, comme d'autres vont à l'usine. Bon, cela, il m'intéresse moyennement. Parce que on sait que, quoi qu'il arrive, s'ils passent à l'acte, c'est qu'ils ont décidé quelque part. Alors non, les serial killers, ça m'intéresse beaucoup, et on va en parler dans... Mais vous aviez parlé dans un ancien livre du fait que tout le monde, à un moment, vous, moi, Damien, avons pu avoir une idée de meurtre comme ça. Oui, bien sûr. Même fugitivement. Et que le passage à l'acte était vraiment réservé à une très très faible, heureusement. Et un enchaînement de situations extrêmement complexes et difficiles à décrypter. Mais ce qui m'intéresse chez les tueurs en série, parce que c'est la question que je pose, que j'ai posée à beaucoup de policiers, de gendarmes, d'experts psychiatres notamment, c'est qu'est-ce qui fait que un meurtre commis par un futur tueur en série devient le début d'une série. Qu'est-ce qui fait que, voilà, le premier meurtre a eu lieu, mais il enchaîne le deuxième. Et puis le troisième, avec le même processus, souvent, la même méthode. Exactement, avec la même signature, comme disent les policiers. Donc voilà, ça fait partie des mystères. Et il y a un autre thème qu'on va aborder le 27 mars, parce que actualité criminelle oblige. Il y a eu une décision de la Cour du Conseil constitutionnel, parce que vous avez entendu parler de l'affaire Bonfanti. Marie-Thérèse Bonfanti. C'est ce qu'on appelle un cold case, dont d'ailleurs le pôle de Nanterre s'est emparé. Et c'est une disparition. On n'avait jamais retrouvé le corps de cette malheureuse. Elle disparaît en 1986 à Pontcharrat, dans l'Isère.
Et puis, voilà, l'enquête ne prospère pas. Il y a bien un suspect qui est dans le collimateur des gendarmes qui mènent l'enquête. Mais, voilà, aucune preuve n'apparaît, etc. Il se passe 36 ans. Ouais. Entre-temps, il y a eu la prescription de l'affaire. On a clos le dossier. Et 36 ans plus tard, un monsieur qui s'appelle Yves Chatin, on peut le dire, puisque son nom est paru dans toute la presse. Il y a une enquête suscitée par les avocats de la famille Bonfanti. Il est mis en garde à vue, ce monsieur, parce qu'il était déjà dans le collimateur 36 ans avant. Et là, il avoue. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Et il y a un gendarme qui lui dit, mais... Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez fait du corps? Parce qu'il avait pris le dossier de l'époque, hein, et il s'était rendu compte qu'on n'avait jamais retrouvé le corps. Et M. Chatin dit, bah oui, mais vous pouvez nous y amener? Alors, oui. Et ça, c'est la force de la gendarmerie, qui peut mettre plusieurs centaines de personnel pour passer au crible. Ils ont retrouvé le corps plusieurs hectares. Non, ils ont retrouvé... Mais la chance était de leur côté. Ils avaient du Pont-Ligonnès. Non, mais ils ont retrouvé une partie de crâne. On a fait l'ADN de ce crâne. Et c'est l'ADN de Marie-Thérèse Bonfanti. Ouais. Donc après, le monsieur a été mis en prison préventive. Mais ses avocats ont dit, ah ben non, attendez, l'affaire est classée. Il y a eu la prescription. Et donc, c'est très difficile pour la famille d'une victime de s'entendre dire, bah non, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà, on applique. Et donc, du coup, Gérald Darmanin a fait une déclaration en disant, à mon avis, il a parlé un peu trop vite, mais je suis favorable à l'abolition totale de la période de prescription pour les crimes de sang en France. Et moi, à titre personnel, je pense que vu les progrès de la police scientifique, qui permettent de faire parler un ADN... Comme pour l'affaire Grégory, c'est vrai que si on trouve aujourd'hui le coupable de Grégory, bon, absolument. Donc, ça fait 40 ans. Je pense que la période de prescription, qui est de 20 ans maintenant, mais qui n'est pas rétroactive, hein, quand quelque chose s'est passé au moment où il y avait une période de prescription de 10 ans, on ne peut pas remonter le temps. Et donc, personnellement, j'en termine là-dessus, je serais favorable à un doublement de la période de prescription, ce qui apporte, si on la portait à 40 ans, ça la mettrait un peu à égalité avec les progrès de la police scientifique. Vous, à titre personnel, Jacques Pradel, à quel moment de votre vie avez-vous eu envie de passer à l'acte? Jamais, non. Moi, ça m'arrive tous les matins avec Bernard. Pourtant, je ne passe jamais à l'acte. Je me cache après. Non, on a tous eu des pensées négatives. Donc vous avez eu envie alors. Vous l'avez pas fait. On se dit, si je pouvais me débarrasser d'un tel ou d'un tel, mais ça ne va pas plus loin. Et heureusement, quand même, parce que sinon, nos sociétés seraient des cimetières. Alors, dans cette soirée, dans ce symposium, il y a évidemment des enquêteurs, commissaires, magistrats, même des médecins légistes. Hein. Avec vous, il y a François Daoust, également, le chef de la police, qui est mon co-présentateur, judiciaire de la gendarmerie nationale. Nous animons toute la soirée ensemble. Qui sera avec vous, et un dispositif en streaming. Alors, comment ça marche? Il y a ceux qui sont dans la salle. Quand on n'est pas dans la salle, par exemple, quand on a un code de streaming, et on peut suivre en live ce qui se passe. Sur l'universducrime.com, c'est ça? Non, mais pas sur l'universducrime.com, c'est pour se procurer le code streaming. D'accord. Mais une fois qu'on a un code streaming, on peut le regarder n'importe où. On peut le regarder sur sa tablette, sur son ordinateur, sur son iPhone. Et en prime, on a droit, après l'événement, à un replay. Donc on peut regarder le replay si on n'était pas libre ce soir-là, parce que ça se passe le 27 mars de 20h à 23h. Absolument. C'est vrai que ça fait des décennies que vous racontez ces histoires qui sont parfois lugubres, souvent d'ailleurs. Est-ce que ça a changé votre vision de la nature humaine ? Non, parce que malheureusement, on tue à tour de bras depuis le début de l'humanité, et à mon avis, on continuera jusqu'à la fin. Mais disons que c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, j'ai invité l'actuelle directrice du labo de police scientifique de Paris, qui s'appelle Christelle Circoupé, pour parler de ça, qui vient de publier un bouquin qui s'appelle « Le crime
crime parfait n'existe pas. Donc là, moi je pense qu'elle a parlé un peu vite aussi, mais oui, ça on en existe, parlera. des crimes parfaits. Oui. On en parlera parce que le crime parfait, à mon avis, existe par définition. Ça existe. De moins en moins avec les technologies qui sont mises à disposition des enquêteurs. Ça sera de plus en plus difficile pour les professionnels du crime, pour ceux qui veulent réaliser un crime parfait, de le réaliser, parce que les grains de sable s'accumulent maintenant. Hein, bon, grâce à... Voilà. Mais... pardon ? Non, je disais, je parlais des émissions, effectivement, judiciaires de faits divers. On a beaucoup maintenant sur la TNT. Vous travaillez toujours pour Chronique Criminelle ? Oui, bien sûr, sur TFX. Est-ce que ça vous arrive aussi de regarder vos différents concurrents ? Oui, bien sûr. Chacun de leur côté. Je regarde ce qui se passe. Je regarde aussi M6, W9, etc. Parce qu'il y a des émissions qui me rappellent finalement un peu ce que j'ai fait c'est vrai. Il y a une trentaine d'années. Témoin numéro 1 avec Patrick Menet, où on vous peut parlez dire d'appel à témoins de Julien Courbet, c'est ça ? Oui, mais d'un autre côté, peu importe. Moi, je n'ai pas d'instinct de propriétaire. Les faits divers et les crimes n'appartiennent à personne. Mais je me félicite que Julien, comme d'autres... Nathalie Renaud qui est avec lui d'ailleurs. Oui, qui était une excellente journaliste. Et qu'est-ce que vous pensez de Michel Marie, qui est le dernier arrivé ? Un spécialiste judiciaire qui est chez Hanouna, vous le connaissiez ou pas ? Oui, c'est un ancien pilier de détective, mais qui est unanimement respecté par la presse judiciaire et par les magistrats, parce que il a suivi je ne sais combien de procès d'affaires criminelles, et il les raconte très bien, et donc voilà. Oui, avec son ton à lui, effectivement. C'est un type très sérieux, parce que souvent on dit détective, bon... mais en dehors de vouloir faire pleurer dans les chaumières avec l'assassin de ma voisine était le petit-fils de ma concierge. Et ça détonne souvent dans l'émission d'Hanouna, d'ailleurs, les chroniques de Michel Marie. Oui, voilà, mais bon. Non, je crois que Michel Marie et d'autres chroniqueurs... Alors moi, j'invite le 27 mars Frédéric Lantieri, qui a repris à un moment... Faites entrer l'accusé, oui. Faites entrer l'accusé. J'invite également Stéphane Boucher, qui a été le premier, qui est un ancien du Parisien et de la presse écrite, qui a été le premier journaliste arrivé à Vilnius au moment de l'affaire Quentin. Voilà. La mort de Marie. Voilà, et qui est actuellement en train d'écrire un livre sur l'affaire Pellico, dont nous parlerons également. Et j'en profite pour ajouter, si excusez-moi, je suis bavard, mais vous êtes là pour ça. Par rapport à l'an dernier, à la première édition, on a fait un retour d'expérience, comme on dit, donc on a interrogé un peu les gens qui avaient assisté à la première édition, en disant qu'est-ce qui manquait pour vous ? Et réponse unanime, on nous a dit qu'on avait été quelquefois un peu théorique et que le public regrettait qu'on n'ait pas raconté beaucoup d'histoires, parce que les gens aiment bien aussi qu'on raconte des histoires. Donc du coup, j'ai entendu ça 5 sur 5, et à chacun des 11 ou 12 invités que nous avons le 27 mars, je vais poser la question de savoir quelle est l'affaire la plus marquante pour eux dans leur carrière. Voilà. L'affaire Grégory, on en parle encore 40 ans après. Vous pensez un jour que grâce au progrès scientifique, on permettra enfin de résoudre cette énigme ? J'espère. Il y a encore une petite incertitude, parce que la police scientifique, et François Daoust, avec qui j'avais écrit un livre sur la police scientifique, me le confirme chaque semaine, fait des progrès. Donc on arrive maintenant à sortir un ADN, alors c'est un peu technique, mais maintenant on peut faire ce qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années, c'est-à-dire exprimer un ADN qui est lui-même mélangé à un autre ADN. On ne savait pas faire le tri, et maintenant on peut le faire. Donc on peut espérer que les dernières analyses scientifiques qui seront faites sur les liens du malheureux petit Grégory vont un jour parler. Mais je pense qu'il y aura un procès... On a plus de chances de résoudre l'affaire du petit Grégory que de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, selon vous ?
Oui. Franchement, oui. Dans les deux affaires passionnantes. Franchement, oui. Au moins, c'est clair. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, on ne peut pas ne pas parler dans les faits divers de vos années TF1 avec Perdu de vue et Témoin numéro 1. C'est vrai que vous avez été le pionnier là-dessus. Ça fait de vous un visage populaire de la télévision, mais aussi controversé, puisque beaucoup de gens ont qualifié cette télé parfois de télé-poubelle, comme c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, comment vous vivez, vous, cet héritage un peu ambivalent, Jacques? À la fois celui d'avoir été le défricheur, le pionnier, et d'avoir été qualifié. Vous savez, c'est un peu la règle du jeu, c'est-à-dire que... Tout le monde l'a fait aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, voilà. Ceux qui ont voulu me donner des leçons il y a une trentaine d'années, maintenant... font ce que vous faisiez à l'époque. Font aussi des choses pas éloignées de ce qu'on faisait. Mais nous parce que l'ennemi, à l'époque, c'était quand même TF1. L'ennemi de la presse, parce que l'existence de TF1 asséchait les régies publicitaires de la presse écrite, donc posait des vrais problèmes. Donc à travers nous, faisait plus de 40% d'audience, 45% d'audience à l'époque. À travers nous, j'ai toujours considéré que on était une cible facile qui permettait d'atteindre TF1. Maintenant, les émissions. On a été les premiers, grâce à Pascal Brognaud, à donner la parole à des Français qui n'apparaissaient à l'époque que dans les journaux télévisés, justement, quand ils avaient fait une connerie. Voilà. On s'est intéressé aux familles de victimes, on s'est intéressé... Il n'y avait pas à l'époque d'alerte enlèvement, il n'y avait pas la notion de disparition inquiétante, il n'y avait pas eu Dutroux, il n'y avait pas eu Fourniret. Bon, oui, bien sûr. Les choses ont beaucoup changé. C'était le début, voilà. Donc, vous avez permis de moi, j'assume totalement ce que j'ai fait affaires, pendant ces années-là. Voilà. Alors c'est vrai, quand on parle de faits divers à la télévision, on pense aussi beaucoup à Christophe Ondelat qui a quitté Europe 1 pour lancer son podcast. Vous n'êtes pas tenté aussi de faire la même chose Vous avez quitté RTL il y a 5 ans, c'est ça maintenant? Oui, absolument. Vous auriez envie de faire comme Christophe Ondelat et vous lancer votre propre podcast? Là, actuellement, je fais plus de radio. Je fais des podcasts pour TF1, évidemment, sur l'émission Chronique criminelle. De un des plus populaires. Pardon de m'auto-vanter, mais voilà, qui est très suivi, en tout cas, on va dire. Non, il est un peu question dans les tuyaux, mais c'est un projet qui n'est pas encore abouti, que j'intervienne sur YouTube. D'accord. C'est pas impossible. Vous aimeriez ouvrir votre chaîne? Oui, parce que c'est simplement un canal de communication avec le public. Plus fréquenté aujourd'hui. Et le plus fréquenté aujourd'hui. Et voilà, peut-être. Vous reviendrez nous en parler? Ah oui, avec grand plaisir. Merci en tout cas, Jacques Vanel, d'être venu voir. Je rappelle que le symposium L'univers du crime se déroulera vendredi 27 mars, cinéma CGR de la Porte des Lilas à Paris. Les places, c'est sur universducrime.com. Et vous pouvez également charger le QR code si vous ne pouvez pas venir. Vous regardez ça en streaming. Merci beaucoup, Damien. Nous avec plaisir. Demain. Oui, on sera là. La chanteuse Catherine Lara sera sur ce plateau. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre vie.